Frédéric de Tovarniki. Sept jours en Inde avec Satprem. Partir pour l'Inde, voir Satprem. Là-bas, il ne reçoit personne, me disait-on. J'avais lu entre autres quelques passages de son livre, Sri Aurobindo, ou l'aventure de la conscience, et nous nous étions rencontrés une fois près de l'Observatoire, à Paris. Oui, atterrir à Bombay, descendre dans le sud, gravir les montagnes bleues, les forêts d'eucalyptus géants, et aller dire bonjour à Satprem, chez lui, l'interroger dans sa retraite, face aux cimes, lieu secret connu seulement de quelques amis. Et si je lui demandais comment et où a commencé l'extraordinaire roman d'aventure que fut sa vie? En chemin, non loin du fabuleux palais de l'ex-Maharaja de Mysore, un éléphant sauvage barre la route, puis se déplace. Bon présage, peut-être. Satprem, au terme d'une course étrange à travers le monde, s'est installé en Inde depuis 20 ans. Son nom signifie en sanskrit « celui qui aime vraiment ». Mais c'est un surnom qu'on lui a donné là-bas. Satprem est breton. Et il se présente lui-même comme un hors-la-loi, au sens le plus profond du terme. Un aventurier de l'intérieur? Oui, Satprem le fut et le reste. Des camps nazis où il fut enfermé par la Gestapo, aux forêts vierges de la Guyane, en Égypte ou au Brésil, ou encore lorsqu'il devient chercheur d'or à Cayenne ou Sanyasine, moine mendiant, sur les routes interminables de l'Inde jusqu'aux pentes de l'Himalaya. Aventurier de la conscience, Satprem le devient encore plus profondément lorsque se fixe sur lui un jour le regard si tendre de Sri Aurobindo, artisan de l'indépendance de l'Inde, guide visionnaire et maître du yoga intégral. Et surtout, lorsque Satprem découvre l'ashram de Pondichéry et cette femme étonnante que tous appelaient mère. Alors, je viens demander à Satprem pourquoi sa course folle à travers le monde, jalonnée d'abord d'illusions et de désillusions. Pour en arriver à quoi? Est-ce un itinéraire spirituel? Une quête? Mais une quête de quoi? Pour nous enseigner quel secret? Lui qui dit n'avoir jamais voulu s'installer, ni dans une expérience, ni dans une forêt vierge. Il n'y a ici ni religion, ni système, ni technique spirituelle, ni au-delà. Sur le chemin de Sri Aurobindo, Satprem ne s'est jamais voulu ni maître, ni gourou, ni fonctionnaire de l'aventure. Alors, quoi? Pour Satprem, en tout cas, tout commence, dès son enfance, par une question. Et il a tenté d'y répondre toute sa vie. Qu'est-ce que l'homme? La vie? La matière? La mort? Ou celle qui se pose à lui dans les camps? Que reste-t-il de l'homme lorsque la souffrance, l'injustice, la dévastation ont fait table rase? Ou encore cette question qui est celle aujourd'hui de tant d'hommes qui pressentent les périls. Mais quelle est donc la raison d'être, s'il y en a une, de tout ce qu'on vit? Un jour, bien plus tard, sur la même voie que celle de Sri Aurobindo et de Mère, Satprem, à son tour, pensera s'approcher du secret. Il se demandera alors comment faire pour que tous puissent voir ce qui se révèle lorsque nous nous débarrassons, dit-il, de tout ce vernis opaque qui colle à notre peau, et lorsque nous faisons éclater le bocal étroit où, tel un poisson, nous sommes enfermés, piégés, et où se déforme notre regard.
aussi loin que je me revois, je vois un enfant au bord de la mer qui regarde quoi, je ne sais pas, qui regarde. Déjà son regard est une question. Et toute la vie est cette même chose qui était là, cette première minute quand on regardait la petite vague sur la plage. C'est la même tension vers quelque chose. Et c'est arriver au moment de l'existence où ça se comble, où ça s'emplit. Vous, c'était en Bretagne que vous regardiez cette petite plage. Oui, c'était là où j'étais enfant, j'ai vécu près de la mer. Et en fait, je ne me sentais bien que quand j'étais en bateau, quand j'étais en mer, j'avais l'impression que tout disparaissait, qu'il n'y avait plus que la vague, le vent, et plus du tout de moi. On était comme répandus partout, absorbés dans une lumière qui était vaste, et c'était très agréable. Et quand je revenais à terre, j'avais tout d'un coup l'impression de rentrer dans une prison. Et je ne savais pas pourquoi, mais simplement c'était insupportable. Descendre à terre, c'était le moment où on commençait à être insupportable. Vous étiez marin? J'étais un gosse marin. Je faisais de la voile, j'étais sur la mer. J'avais une petite coque de noix et puis j'allais aussi loin que je pouvais, aussi imprudemment que je pouvais. Et j'étais très bien tant qu'il y avait le vaste et l'espace et personne. Puis quand j'arrivais à terre, c'était... tout grinçait, c'était la suffocation, on était mal à l'aise. Et c'est peut-être là que commençait la question. D'un côté, cet état que je ne m'expliquais pas, mais j'étais très heureux en mer, avec le vent et le ciel et l'espace, et puis quand je revenais à terre, j'étais très malheureux. C'est peut-être comme ça que la chose a commencé. Il y avait donc pour moi un état plein et puis un état qui manquait, et qui est devenu une absence de plus en plus angoissante, pas angoissante, oppressante. Vous avez dit un jour que vous étouffiez un peu lorsque vous étiez à terre. J'ai passé mon temps étouffé à terre. J'ai passé, je ne sais pas, 20 ans de ma vie à étouffer. Pourquoi? Parce que je trouvais ce monde étouffant, n'est-ce pas? La famille, l'éducation, les amis, tout me semblait petit, étroit, n'est-ce pas? On ne respire pas à l'aise, tout grince. Et je ne connaissais que de plénitude que physique. Plénitude, j'en sais rien, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de sens il n'y avait plus de mots, n'est-ce pas? Simplement, j'étais bien dans ma peau quand j'étais au large. Et j'étais très mal quand j'étais à terre. Alors, on n'est pas en bateau tout le temps. On peut vous reprocher peut-être de n'avoir pas supporté les contraintes de l'existence quotidienne que tout le monde supporte. Les maîtres d'école, la discipline. Je trouvais ça tout à fait insupportable. Je trouvais ça tout à fait faux. Et encore, enfin, je mets un langage là-dessus. Faux parce que ce qui est bien est beau et respirable. On met des mots abstraits, mais la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est bon et respirable. C'est pas de la métaphysique, n'est-ce pas? Eh bien, toute la vie que je connaissais, et qui est la vie, je crois, de n'importe quel petit occidental, c'était une vie suffocante pour moi. Toute cette éducation qu'on vous entonnait, les déclinaisons latines, les déclinaisons grecques, le pensionnat, parce qu'on m'a collé d'une pension dans une autre pension, parce que j'étais insupportable, n'est-ce pas? J'étais absolument infumable. Alors on me mettait dans une première pension, puis une deuxième pension, et puis une troisième pension, et tout me semblait effrayant. Ma famille même, je ne pouvais pas la supporter. Quand je regarde ça maintenant avec du recul, on dit que ce sont des difficultés de caractère, on donne des tas d'explications soi-disant psychologiques, mais il n'y a qu'une chose, c'est qu'on manque de quelque chose. Et tous les êtres humains, sans le savoir, manquent de quelque chose, qu'ils essaient de remplir maladroitement avec une chose, et puis une autre, et puis une autre, et puis ça ne remplit jamais. Mais moi, ce qui manquait, me manquait d'une façon suffocante. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'était un fait, c'était comme ça. Vous ne saviez pas ce qui manquait, en fait? Je n'en savais rien du tout.
Et c'était déjà le commencement d'une question? C'était la question même. Et ce qui est dommage, c'est que les hommes ne savent pas bien remonter à la première source de leur question, au premier moment de leur question. Alors ils font toutes sortes de fausses questions. Ils donnent toutes sortes de fausses réponses pour tenter de remplir un peu ce vide ou ce manque ou cette absence. Mais ça, on ne le sait que beaucoup plus tard. Oui, ils se contentent souvent de peu aussi. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. C'est pas une question d'intelligence ni de cette qualité-ci et cette qualité-là. La différence, c'est une intensité de besoin ou une intensité de manque. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. Il y en a qui sont comme des bébés humains, n'est-ce pas, en fait, qui ont des besoins très matériels, et puis s'il y a suffisamment de bruit autour d'eux, et d'amis, et de bouquins, bon, ça les remplit. Enfin, ça, ce sont les bébés humains, il y en a pas mal. Il y en a d'autres qui sont plus questionnaires, si j'ose dire, ou qui ont plus de difficultés à respirer. Et alors, c'est là où c'est tellement dommage, ceux pour qui la question est réellement une sorte de besoin de respirer, n'est-ce pas? Ils n'ont pas grand-chose pour remplir leur question, pour remplir le trou qui est là. Parce qu'en fait, c'est un trou. C'est quelque chose qui manque terriblement. Les gens sentent qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils sont oppressés. Et on le sent de plus en plus. C'est ça d'ailleurs la merveille de notre XXe siècle, n'est-ce pas? C'est que vraiment, il n'y a pas eu d'époque plus merveilleuse au monde. Parce qu'on commence réellement à arriver à la vraie question et aux besoins de la vraie réponse. Alors qu'il y a seulement 25 ans, les hommes s'emplissaient d'un tas d'illusions politiques, économiques, métaphysiques, ils en avaient plein la bouche et ils avaient toute une illusion que tout allait être bien. Eh bien c'est merveilleux, maintenant on n'a plus l'illusion que ça va être bien. Et on arrive à la vraie question, et on arrive à la vraie réponse, parce que c'est la même chose, n'est-ce pas? La question, c'est la réponse même. La question, c'est la réponse même. La poser de la vraie façon, et il n'y a pas 36 façons de la poser, on la pose avec sa respiration, avec son cœur, son souffle, n'est-ce pas? La poser de la vraie façon, c'est-à-dire l'incarner, l'être de la vraie façon, c'est déjà la réponse. C'est déjà la réponse. Est-ce qu'on peut pourtant la formuler, cette question? Je crois que la fausseté, c'est de la formuler. Pour la plupart des gens, qu'est-ce que la vie? Pourquoi vit-on? Oui, ce sont... Comment doit-on vivre? Oui, ça... On cherche toujours tout de suite la réponse mentale. Alors qu'en fait, n'est-ce pas, c'est une réponse d'un autre ordre qui n'a rien à voir avec la morale, ni la philosophie, ni la religion, ni tout ça. Chacune de ces modes d'approche humaine essaye de donner une satisfaction ou une réponse. Et chacun peut, dans le cours du développement d'un individu, apporter quelque chose. Mais c'est pas ça qui remplit. C'est pas ça. Aujourd'hui, nous sommes à Kotagiri, dans l'Inde du Sud. Est-ce que le fait de dire « Saprem, vous êtes breton », signifie encore pour vous quelque chose? Ah oui, la mer a un grand écho pour moi, comme mon lieu d'origine, comme mon lieu... J'ai l'impression si souvent que quoi que ce soit que j'ai pu trouver maintenant, à 57 ans, je le vivais et je le respirais quand j'avais 6 ans, 7 ans. Et je le vivais là-bas, en Bretagne. Où? Sur la mer. Oh, où? En géographie. Est-ce que c'est nécessaire de dire les lieux? C'était un coin qui n'était pas loin de Belle-Île, c'est tout ce que je peux dire. Alors, mon origine, oui, il y a quelque chose de très physique
pour moi, qui est par là. Mais pour moi, la vérité, elle est physique, alors je ne peux pas dire autre chose. Je ne sais l'éprouver que quand réellement elle bat dans mon corps, n'est-ce pas? L'état de vérité, pour moi, c'est un état où le corps est harmonieux, il ne se sent pas enfermé. On se sent, oui, non borné, n'est-ce pas? Alors ça, on sait, ça c'est vrai. Tout le reste, ce sont des pensées d'un moment où ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est d'arriver à vivre ça constamment, à être constamment dans l'état de vérité, c'est-à-dire dans l'état d'harmonie, de plénitude. Et les gens ne peuvent pas être satisfaits tant que cet état de vérité n'est pas une façon de respirer. Toute cette vie occidentale en particulier me fait l'impression d'un artifice si énorme. Je ne parle pas de la mécanique, n'est-ce pas, mais leur façon d'être, de vivre avec des bouquins, ou avec des pensées, ou avec un peu d'esthétique, enfin tout ce qui remplit plus ou moins bien leur vie, ça me semble, même dans le meilleur, un tel artifice, n'est-ce pas? Même dans le meilleur, je dis bien, quand ils voient un beau tableau, quand ils entendent une belle musique, quoique la musique peut briser des limites, mais tout ça c'est momentané, n'est-ce pas? C'est pas la respiration des êtres. Il remonte une mécanique pendant 23h50 et puis peut-être qu'il y a 10 minutes où quelque chose se passe, et encore pas toujours. Moi, de la seconde où je percevais ce manque de vérité, si je puis dire, c'est-à-dire quand je débarquais à terre, tout d'un coup je me trouvais dans les conflits, les autres. De la minute où j'ai perçu ce manque de vérité, il y a quelque chose en moi qui a eu absolument besoin de vivre totalement cette respiration-là. Pas seulement une minute, ou pas seulement 1 heure quand j'étais en mer, en bateau, mais de vivre ça constamment. Et pourquoi je ne le vivais pas quand j'étais à terre? Alors c'est ça qui, pendant des années, m'a tiré à droite, tiré à gauche, et m'a fait chercher un peu dans tous les coins, et toutes sortes de, pas de remèdes, dirais-je, mais enfin, peut-être d'évasion aussi. C'est donc la mer qui a été, en somme, votre première leçon de choses. Ah oui. Enfant. Oui, la mer, l'espace. Et puis, sur le chemin, ce sont les camps de concentration. Ça, c'était la grâce brutale qui m'a été faite. Justement parce que j'avais tellement ce besoin de vérité. Pas de vérité, enfin quoi, je ne sais pas quel mot employer. Ce besoin d'être, disons. Oui, ce besoin d'être. Parce que ce besoin était là, je crois que la grâce m'a été faite brutalement. De commencer à toucher une vraie réponse. Les camps vous ont fait toucher le fond de certaines choses. Oh, ils m'ont merveilleusement aidé d'une façon, c'est en démolissant toutes les valeurs humaines. N'est-ce pas? Tout a été saccagé, dévasté, et pas seulement parce que je voyais, mais parce que je vivais. N'est-ce pas? J'étais, toutes les quelques valeurs, j'avais 20 ans. Exactement 20 ans quand je suis allé là-dedans. Toutes les valeurs... Comment, ça s'est passé comment? Comment? Vous avez été arrêté par les SS? J'ai été arrêté par la Gestapo. Ben oui, tout d'un coup, nous avons été trahis par... Il y avait un homme du contre-espionnage allemand qui était là et qui... Nous ne le savions pas. Alors j'étais allé en mission pour, justement, on avait pris connaissance que cet homme nous trahissait, et j'étais allé avertir un certain nombre de nos camarades ou agents. Et celui que j'allais avertir était un autre traître. J'allais lui dire, faites attention, nous avons été trahis. Et cet homme était un autre traître. Alors dès que suis sorti de sa maison, il a téléphoné à la Gestapo. Et moi, j'étais peut-être à 200 mètres de sa maison, sorti, m'apprêtant à prendre un tramway, quand une voiture de la Kriminalpolizei est arrivée à fond de train, et 2 hommes revolvers au poing sont sortis, et puis hop, on a embarqué.
Oui, enfin, c'était tout à fait du cinéma, mais c'est... Et vous emmenez où? Ben, on m'a emmené en prison, et puis ça a commencé. Ça, ce ne sont pas des choses... c'est pas des choses à évoquer. Mais enfin, tout ça a brisé, n'est-ce pas? M'a brisé, m'a nettoyé merveilleusement. Affreusement, mais merveilleusement. Parce que j'aurais mis combien d'années à me dépouiller de tout ce revêtement social, familial, intellectuel, culturel, tout ce qu'on m'avait mis sur le dos pendant 20 ans, n'est-ce pas? 20 ans d'éducation occidentale. Eh bien, tout ce qu'on m'avait mis sur le dos a été brisé, moi y compris. Ce que je croyais être moi. C'était une espèce de néant. Oui, ce que je croyais être moi. Surtout ça, ce que je croyais être moi. Je croyais que c'était beaucoup de la musique, de la poésie, de ceci et de cela. Et puis tout ça s'était cassé devant une espèce de substance humaine qui tout d'un coup découvrait la mort, la peur, l'horrible chose humaine, et qui se disait, mais quoi n'est-ce pas, à ce moment de l'existence, il n'y a plus de barrière entre l'homme qui fait mal et celui qui le subit, n'est-ce pas? Il n'y a pas l'homme de la Gestapo et la victime de la Gestapo, ou les SS et le prisonnier. Il y a une espèce d'horreur dans laquelle on est. Il n'y a pas d'autre, n'est-ce pas? On est totalement dans l'horreur. L'horreur, c'est pas les autres, on est dedans. Alors ça a brisé d'une façon si radicale tout ce que je pouvais être, ou tout ce que je croyais être. Tout d'un coup, j'ai été précipité dans la seule chose qui restait dans ma peau, qui tout d'un coup a fait une joie extraordinaire. Tout d'un coup, j'ai été comme au-dessus de tout ça, et je dirais presque riant, n'est-ce pas? Comme si tout d'un coup, de cette dévastation, j'émergeais dans un lieu qui était royal. J'étais plus prisonnier, j'étais plus attaqué, j'étais au-dessus, et je regardais ça avec un rire presque. Et ça, tout d'un coup, c'était comme le gosse qui était en mer, en bateau, n'est-ce pas, qui était comme un roi. Vous écriviez un jour, je me suis demandé qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien. Et c'est ce fond que vous avez touché. Oui. Et alors quand il n'y a plus rien, justement, eh bien, il y a tout d'un coup un quelque chose qui est subitement d'une plénitude à craquer. Et c'était là, quand j'ai commencé à formuler des questions, c'est-à-dire, je ne sais pas, vers 14 ans peut-être, n'est-ce pas, je me disais, mais voyons, tu supprimes ton père, tu supprimes ta mère, tu supprimes tes amis, tu supprimes les livres, tu supprimes la musique. Qu'est-ce qui reste de toi? Qu'est-ce qui est toi là-dedans? Qui n'est pas ton père, ta mère, le collège, les amis, où est toi? Ça, c'était une question que je me posais beaucoup quand j'ai commencé à formuler les choses. Qu'est-ce qui est toi? Je me la formulais quand j'étais à terre. En mer, il n'y avait plus de questions. Mais à terre, c'était ça. Où est toi? Et alors quand j'avais 16 ans, 17 ans, je rêvais d'une espèce de vie aventureuse où on est comme un produit chimique inconnu, on se fait réagir, n'est-ce pas? On met toutes sortes de réactifs pour voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, j'imaginais que je devais avoir une vie où, comme une expérience de chimie, où je devais obliger ce type qui était soi-disant en moi à cracher sa vérité, à rendre sa vérité, à faire sonner son vrai son. À se mettre à l'épreuve. Oui.
en route vers Cayenne. La vie de Satprem, un extraordinaire roman d'aventure. Un itinéraire, une quête, pour tenter de répondre à une question: qu'est-ce que l'homme, la vie, la matière, la mort? Satprem signifie en sanskrit « celui qui aime vraiment », mais c'est un surnom qu'on lui a donné en Inde. Satprem est breton. Il s'est installé en Inde il y a 20 ans, au terme de ses périples à travers le monde. Mais comment et où tout cela a-t-il commencé? Il nous a raconté les contraintes de son enfance de marin breton, où rien ne répondait à ses questions. Il nous a conté son arrestation par la Gestapo et sa découverte de l'horreur, les camps de concentration nazis. Alors, sa question initiale prend un nouveau visage décisif. Quel sens peut donc avoir tout ce qu'on vit? Que reste-t-il de l'homme lorsque la souffrance et la dévastation ont fait table rase de tout? Ben, on va aller là. Et puis, ce que j'ai vécu dans les camps, je vais le retrouver là, au fond de l'enfer. Et je veux l'être. Alors j'ai pris un ticket d'entrepont et je suis parti pour Cayenne. Comme ça. Pourquoi y faire? Alors je ne savais pas, n'importe quoi, mais aller au diable, si possible, ou à n'importe quoi, mais au fond, au bout, à la chose. Là où il faut que cette substance, cet être, crie son être. Ou alors on meurt, n'est-ce pas? Moi, la vie, j'y tenais pas du tout. J'y tenais pas du tout à la vie. Mais je tenais à, au moins si je devais en mourir, eh bien que ce soit en poussant la chose jusqu'au bout. Et alors là, c'était une merveilleuse découverte, je dois dire. Ça, c'était une... C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas? C'est quand il y a une vraie question dans un être, il y a toutes les réponses. Il y a toutes les grâces, appelons ça comme on veut, mais disons, il y a toutes les grâces qui viennent pour l'aider. Comme je vois, quand je regarde tout ce circuit, n'est-ce pas, douloureux, si douloureux que j'ai parcouru dans toutes sortes de choses, je vois toujours la main de la grâce qui m'a aidé ici, là, partout, qui répondait à cet appel qui est là. C'est ça, si les êtres pouvaient savoir, ils se plaignent de leur existence, mais c'est parce qu'ils ne sont pas assez sincères, parce qu'il y a une certaine sincérité d'appel qui provoque une réponse inévitable et matérielle. Et matérielle, n'est-ce pas? Ce n'est pas une réponse dans l'au-delà. Ah non. Alors ça, j'y crois pas du tout. C'est une réponse dans la matière. Je me suis promené en Guyane, j'avais pour tout bagage, j'avais de Life Divine sous le bras. La vie divine sous le bras. Le livre de Sri Aurobindo. Oui, la vie divine. J'avais ça sous le bras, et puis mes souliers de Parisien, et puis j'avais rien d'autre. Et je suis rentré dans la forêt vierge comme ça. Et c'est ce que vous avez appelé une rencontre avec le passé de la Terre. Ah oui. Alors à ce moment-là, j'ai eu là encore quelques moments difficiles, parce que c'est très beau, on débarque comme ça avec ses souliers de Parisien dans la forêt, mais c'est tout d'un coup, on rentre dans un élément... j'ai été pendant quelques jours... comment dirais-je, je ne peux pas dire peur, parce que j'avais traversé suffisamment de choses pour ne plus avoir peur, mais je ne savais pas ce que c'est que la forêt vierge. J'ai eu quelques jours comme ça, un peu physiquement effrayants, où je ne savais plus comment vivre. Mais Satprem, vous arrivez à Cayenne, n'est-ce pas? Oui.
Ne vous précipitez pas quand même dans la forêt vierge. Non, non, ça s'est fait comme ça. À bord du bateau, j'ai rencontré dans mon entrepôt, j'ai rencontré un type qui était un chercheur de minerais. Et qui m'a dit, il y a un bureau minier à Cayenne, si tu veux aller dans la forêt, parce que c'était là ma destination évidemment, si tu veux aller dans la forêt, tu peux commencer par y rentrer par la voie du bureau minier en te faisant prendre comme n'importe quoi, prospecteur ou ce qu'on voudra bien de toi. Alors je suis allé tout de suite, dès que j'ai débarqué, j'avais pas d'argent, j'avais rien, n'est-ce pas, je suis allé au bureau minier, et puis j'ai dit, ben, simplement, je veux aller dans la forêt. Et puis je suis prêt à faire n'importe quoi. Alors, on m'a mis... On vous a mis en garde? On vous a dit c'est dur? Oh non, pas du tout. C'était un homme qui devait comprendre les choses d'ailleurs, qui devait comprendre. Il a pigé tout de suite. Alors on m'a mis sur un canot avec des Antillais, et puis j'ai commencé avec un autre Européen, j'ai commencé à l'apprentissage de la forêt vierge. Mais c'est là où j'ai eu vraiment quelques jours, si vous voulez, de même que dans des camps j'avais été brisé humainement, là, les premiers jours dans la forêt, c'était physiquement, j'étais tout d'un coup à la fois dépassé et un peu comme un noyé, n'est-ce pas, se retrouver dans cette... On n'a pas idée de ce que peut être la forêt vierge. Oui, c'est un élément grouillant, grandiose, effrayant, c'est plein de serpents. Il y en a des quantités, c'est ça qui au début me fait... On peut pas faire 3 mètres sans en rencontrer. Vraiment, là, il y avait beaucoup de serpents. Et puis ce monde si prodigieux. Alors pendant quelques jours, j'ai été tout à fait comme déraciné dans mon corps même, si vous voulez. Je ne savais plus très bien physiquement où j'étais. Et puis tout d'un coup, il y a eu comme un accord qui s'est fait entre cette forêt et moi. Et alors j'ai vécu là un certain nombre de... J'ai passé une année en pleine forêt vierge. J'avais toujours l'impression depuis cette enfance en Bretagne qu'il y avait un secret à trouver, il y avait quelque chose au fond à arracher, n'est-ce pas? Quand je regardais la mer, il y avait un grand arbre. Comment ça s'appelait? C'était une sorte de sapin qui était près de la fenêtre de ma chambre. Cupressus. Un grand cupressus noir près de la fenêtre de ma chambre, au bord de la mer. Et puis je passais des heures à regarder par cette fenêtre. Et il y avait une toile, je me souviens de ce jour-là, où il y avait une toile d'araignée qui était entre les branches du cupressus. Et je regardais cette toile, et tout d'un coup, c'est comme si vraiment j'étais rentré dans cette toile. Et je me voyais ce petit bonhomme au milieu d'une toile avec tous ces fils, qui étaient d'abord tous les livres que je lisais, parce que je lisais des quantités de livres, et puis les amis, et les relations, et la famille, et la boîte de jésuites, et les mathématiques, et la chimie, et tout ce qu'on m'apprenait. Et je me voyais vraiment comme pris dans une toile, n'est-ce pas? Je me disais, mais si je coupais tous ces fils-là, c'était toujours ma question, si je coupais tous les fils, peut-être que j'arriverais au secret. Parce que je sentais qu'il y avait que une vie, c'est un secret. Chaque chose, on a arraché un secret de soi-même et que tout est une sorte de prétexte pour arracher ce qu'il y a là au fond de cette peau d'homme. Alors quand j'étais en bateau, en mer, ce vêtement, hop, il s'en allait, et puis je disparaissais dans quelque chose qui était très agréable, n'est-ce pas, lumineux, vaste, léger, ça pesait pas. Et puis ça, je l'ai retrouvé brutalement dans les cours des camps de concentration aussi. Tout d'un coup, le vêtement était arraché, il n'y avait plus rien. Et puis il n'y avait plus rien, puis il y avait quelque chose tout d'un coup. Et puis devant le regard de Shaubindo aussi, ça, tout d'un coup, le vêtement était arraché. Et puis il y avait autre chose qui était là. Il y avait ce secret, n'est-ce pas, que je voulais attraper. La vie, pour moi, c'était un secret à trouver. Et dans cette forêt aussi, tout d'un coup, c'était si démesuré, si beau à la fois et si épouvantable,
Parce que quand on sort, malgré tout ce que j'avais pu traverser, j'étais un bon petit enfant de bourgeois occidental, n'est-ce pas? Malgré tout, j'avais une formation très française. Et puis je me retrouve là-dedans, dans cette espèce de cataclysme. Pouvez-vous nous la décrire, cette sensation dans cette forêt? On est dépassé de tous les côtés, n'est-ce pas? Ces arbres gigantesques, si beaux, si fantastiques, ces lianes partout, ce sifflement constant, ces bruits, ces marécages. On ne peut pas faire 3 pas sans passer dans un marécage, n'est-ce pas? C'est silencieux quelquefois, comme une mort, et puis tout d'un coup ça grouille. Et les serpents partout. C'était ça au début, surtout ces serpents, ça me faisait vraiment une très drôle d'impression parce qu'on ne les voyait pas. Et alors ces Antillais, j'avais 2 porteurs antillais qui m'accompagnaient, qui rigolaient bien, n'est-ce pas, qui avaient très bien vu que j'étais le Parisien débarqué dans la forêt et qui s'amusait beaucoup et qui voulait me mettre à l'épreuve, et qui m'ont mis à l'épreuve. Ils m'ont mis beaucoup de façons à l'épreuve, avec les serpents aussi notamment. Alors ces serpents, on ne les voit pas. Il y en a partout, n'est-ce pas? Ils se confondent tellement avec on va mettre le pied dessus, et puis juste à la seconde, on enjambe, on pose la main sur une branche, et puis il y en a un qui est là. Il y a vraiment des quantités de serpents dans cette forêt. Elle est d'ailleurs très vide, en fait, sauf de serpents. Et alors, j'étais dans cet état je ne sais pas, de naufragé, si je puis dire, pendant un certain nombre pendant 3-4 jours, peut-être. Toute sa vie, une quête et un roman d'aventure, Satprem tente de répondre à cette question: qu'est-ce que l'homme? Y a-t-il un secret, une évolution qui mène à un autre type d'homme? Il nous a raconté, après son enfance bretonne, comment cette question s'est à nouveau posée à lui avec une acuité insoutenable dans les camps de concentration nazis, où il fut enfermé par la Gestapo. Puis en Inde, où il rencontra une première fois Sri Aurobindo et mère, qui dirigeait l'ashram de Pondichéry. Mais il repart, d'abord à Cayenne, puis il repart encore pour chercher la vie à sa source. Satprem nous confie comment il a tenté de le faire en vivant seul plus d'1 an au cœur de la forêt vierge de la Guyane. Un bond vers le passé de la Terre, un bond de quelques millions d'années, dans une jungle qu'il voit par moments comme elle devait être à l'époque des grands primates. Là, au sein de cette extraordinaire vibration, composée d'êtres et de choses, qu'est-ce que l'homme? Un point minuscule. Satprem nous raconte comment il découvre, pas à pas, l'harmonie secrète qui relie les choses au sein de l'évolution. C'est tout un monde, n'est-ce pas, qui grouille, qui siffle, qui vibre. C'est pas un monde humain. On entre vraiment dans un autre monde. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, on se trouve naufragé, n'est-ce pas? Il faut comprendre, il faut que le corps s'accorde à tout ça. Et puis un jour, au bout de 2-3 jours, j'ai même eu de la fièvre une nuit tellement c'était fort. Cette forêt était une puissance, n'est-ce pas?
C'est une puissance. J'en ai eu la fièvre une nuit, et, parce que j'arrivais pas à entrer là-dedans. J'étais encore dans ma peau occidentale, n'est-ce pas? On m'arrachait mon vêtement et j'étais à me débattre contre quelque chose que je ne comprenais pas. J'en ai eu la fièvre. Et puis le lendemain de cette fièvre, ça a été fini. Tout d'un coup, je me suis dit, mais après tout, pourquoi tu as cette réaction? Tu as peur de mourir? Et alors tout d'un coup, j'ai rigolé. J'ai dit, bien, si je mets le pied sur un serpent, je mettrai le pied sur un serpent. Si je mets la main sur le serpent, je mettrai la main sur le serpent. Et je m'en fous. Et alors, à partir du moment où ce je m'en fous est sorti de mon cœur, n'est-ce pas, ou sorti de mes tripes, ça a été fini. C'était un accord alors merveilleux avec tout. Je ne regardais plus où je mettais mes pieds. Je ne faisais absolument attention à rien. Je m'occupais d'aimer, d'être avec cette forêt et de me jeter dans ses bras. Et c'était merveilleux. Alors, je ne pouvais plus mettre le pied sur un serpent. Je ne pouvais plus. Possible, j'étais dans la coulée de cette forêt. J'étais dans son chant, dans son délire. J'étais dans sa beauté brutale, dans son silence. J'ai coulé là-dedans. Mais vous avez dit un jour, écrit, que ce qu'on y apprend aussi, c'est que l'homme est dans l'univers un point minuscule. Oui. Ça, on s'en rend compte. Oui, c'est un point minuscule. D'abord, on disparaît, n'est-ce pas? D'abord, quand on a fini par avoir cette espèce de cri de ça m'est égal, n'est-ce pas? Tout m'est égal. Je fonds, je me perds là-dedans comme on se jette dans la mer. C'est un élément, on se jette dans la forêt. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, il y avait même plus de points. Il y avait quelque chose qui naviguait là-dedans joyeusement avec la vie des arbres, avec l'eau, avec la pluie, avec les bruits. C'était une sorte de merveille. Et puis, quelquefois, alors, oui, la nuit. La nuit. La première fois où j'ai entendu ça. Bon, on couche dans un hamac. Parce qu'il pleut 9 mois par an, sans arrêt là-dedans. Alors on fait des espèces de campements successifs au mesure qu'on avance, avec des troncs, des arbres et puis des feuilles de palme qu'on tresse pour faire un toit et puis un hamac. Alors la nuit dans la forêt, c'est quelque chose de très extraordinaire. Tous ces bruits, ces sifflements, cette stridulation, ces millions d'insectes, de crapauds qui sont là. Alors là, on commence vraiment à se perdre. Et puis la première nuit où il y a eu les singes rouges, ça c'était si fantastique. On ne les voit pas, ces singes rouges. Généralement, ils ne se déplacent que la nuit, ils se déplacent en bande. Et ils se déplacent en bande dans le sommet des arbres. Et alors ils viennent de très loin. Et ils poussent tous ensemble, un espèce de hurlement rauque. Un hurlement comme je n'en ai jamais entendu dans ma vie. C'est leur façon, je ne sais pas, d'effrayer leurs adversaires ou quoi. Ils sont tous à hurler ensemble, tout en se déplaçant. Alors on entend ce formidable hurlement préhumain, n'est-ce pas, qui monte de là-bas, du fond de la forêt, et qui grandit, qui devient une espèce de chœur formidable, préhistorique, n'est-ce pas? On se demande s'ils ne viennent pas d'abord vous sauter dessus, mais bien entendu, les humains ne les intéressent pas du tout. Et puis ils passent tout près. Ça fait cette clameur de bêtes. C'est quelque chose d'extraordinairement poignant. Et puis ces hurlements s'éloignent, disparaissent. Et puis c'est le silence. Et alors un silence si extraordinaire après cette vague hurlante. Par là tout d'un coup on est ressaisi par un coin de moi. Ou alors on se sent si au début de la terre d'un homme, si petit, minuscule, fragile. Et qu'est-ce que ça veut dire
petit souffle, là, dans la nuit, au milieu de la grande forêt. Qu'est-ce que c'est? Votre séjour dans la forêt a duré combien de temps? J'ai passé toute une année en pleine forêt vierge. Et une année vraiment merveilleuse. Avez-vous pensé vous y fixer pour toujours? Mais non, c'est ça qui s'est produit d'ailleurs. Au bout de 10 mois, 11 mois de forêt, j'étais vraiment très heureux. J'ai connu des moments de course dans la forêt qui étaient où j'avais l'impression de voler tellement j'avais peu de poids ou tellement j'étais en harmonie avec ce monde-là. J'ai eu des moments, plus que des moments, j'ai eu des jours où j'étais, et des jours répétés où j'étais très heureux. Et puis je ne sais pas à quelle occasion ça s'est produit. Un jour, je me suis dit, mais tu es prisonnier dans cette forêt. Tu es prisonnier de ta... Tu es en train de devenir un bourgeois de la forêt. Tu es pris maintenant. Et alors ça, vraiment, tout d'un coup, ça m'a donné un sursaut. En 3 jours, j'avais pris le canot, j'ai tout quitté, je suis redescendu à Cayenne et c'était fini. Et je me suis dit, je pars pour le Brésil. Et je ne sais pas comment ça s'est produit, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais je suis prisonnier. J'avais remis encore un autre vêtement, qui était le vêtement de l'homme des bois. Et je tournais là-dedans très agréablement, et j'aurais justement pu faire ça pendant 40 ans, 50 ans, et puis crever dans la forêt, et puis quoi? Mon secret, je ne l'avais pas. Mon secret, c'était comme si on ne pouvait l'attraper que chaque fois qu'on vous arrache un vêtement. Et on s'en colle un nouveau sur le dos tout de suite. Tout de suite, on se remet dans une habitude d'être, dans un certain ronron qui peut être très agréable, qui peut être plus ou moins beau, vaste, mais qui est une nouvelle ronde. Et puis on est prisonnier d'un petit bonheur, ou d'un grand bonheur, ou d'une petite aventure, ou d'une grande aventure, mais on est prisonnier. Et je ne voulais pas être prisonnier, de rien, de personne. André Breton parle de l'installation dans l'aventure, oui, dans le mystère. Mais oui, on entre dans la loi du hors-la-loi. Et ça, je l'ai senti tout d'un coup un jour, mais je rentre dans la loi du hors-la-loi. Et alors là, quand vous avez pris la décision... Ça a été vite fait, parce que quand je décide, moi je ne traîne pas. J'ai pris un canot et je suis rentré à Cayenne. Je suis allé... et puis je me suis dit, je vais partir pour le Brésil. Alors j'ai passé 8 jours à Cayenne, d'ailleurs assez affreux, je dois dire. Et puis j'ai pris un avion et j'ai débarqué à Belém, sur l'Amazone. Alors là j'ai eu toute une série d'aventures. Alors j'ai beaucoup hésité à Belém à m'embarquer, je voulais remonter sur l'Amazone. Et puis je me suis dit encore, tu vas refaire le même circuit dans la forêt vierge, on ne recommence pas une autre fois ça. Alors j'ai quitté Belém et je suis parti, j'ai circulé dans des camions, de toutes les façons possibles, jusqu'à Bahia. Et à Bahia, je me suis dit, mais quoi, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai pris un autre camion, je me suis dit, je vais à l'intérieur du Brésil, qu'est-ce qui arrivera, j'en sais rien. Mais pour vivre, qu'est-ce que vous saviez faire? Heureusement, ah non, pour vivre, je ne savais même pas qu'on parlait portugais au Brésil. Quand j'ai débarqué à Belém, je pensais qu'on parlait espagnol au Brésil. C'est vous dire que mon éducation était bonne. Enfin, j'avais appris quelques mots de portugais par nécessité, n'est-ce pas? J'ai d'ailleurs vite appris le portugais. Mais il fallait que je gagne ma vie. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors avec le dernier argent que j'avais à Bahia, quand j'étais à Bahia, je me suis dit, je prends un camion, je vais à l'intérieur et puis adieu là. On verra bien ce qui va se passer. Je trouve toujours à travailler avec mes mains, à faire quelque chose. Et alors, en route de Bahia, je me suis remonté vers ce qu'on appelle le Sertão au Brésil. C'est un endroit très désertique. J'ai été pris d'une fièvre affreuse en cours de route. Sur mon camion, je ne savais pas que j'avais peut-être attrapé la malaria ou quoi. Mais je ne me posais pas de questions parce que la maladie, je l'ignorais. Ça m'était tout à fait égal. Je n'y croyais pas. Mais en fait, comme je crevais de fièvre, le camionneur m'a débarqué dans un village et puis m'a couché dans un endroit, puis m'a laissé, il est parti. Et puis moi, j'étais avec ma fièvre et tout seul.
Alors ça, c'était aussi une autre épreuve. Et j'avais plus d'argent, je parlais à peine 3 mots du pays, et j'avais une fièvre terrible, je ne sais pas ce que c'était. Et alors, il s'est produit ceci, que des planteurs passaient par là, on leur a dit, il y a un gringo qui est là, et qui est malade, et ces planteurs étaient des Français. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, au centre du Brésil, dans un village perdu, des planteurs français qui passent par là, on leur dit, il y a un gringo qui est en train de crever dans un coin, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Alors ils m'ont pris dans leur camionnette et ils m'ont amené, ils avaient une plantation de cacao. Alors je me suis remis, très bien, vite, parce que je ne crois pas à la maladie, c'est simplement des choses à purger, c'est tout. C'est de la terre aux fruits d'or. Les plantations de cacao. Oui, c'est beau d'ailleurs. C'est jaune. Vous vous rappelez des couleurs? Ça a une couleur rose. Les premières feuilles de cacao ont une couleur rose. C'est très joli d'ailleurs, les toutes premières feuilles. On a l'impression que toutes... Ce ne sont pas de grands arbres cacaoyers. Ce sont comme d'énormes buissons, si vous voulez. Et ça a toutes des couleurs roses. C'est situé dans la mata, c'est ce qu'on appelle la forêt, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des grandes montagnes, ce sont des petites collines avec des creux, des rios, des petits rios qui coulent. C'est très joli. Alors il m'a dit tout de suite, vous savez monter à cheval? J'ai dit, mais oui, bien sûr que je sais monter à cheval. J'avais jamais mis les fesses sur un cheval, bien entendu. Mais il fallait que je joue mon rôle, n'est-ce pas? Que je sois capable. Alors ils m'ont entraîné à cheval, ça s'est passé merveilleusement, le cheval était très gentil et moi j'étais prêt à n'importe quoi. Ils m'ont fait courir à travers la matte, ils m'ont mis à l'épreuve aussi, pour voir si je tenais le coup. Et puis il s'est établi une espèce d'accord entre nous, au bout de 3 semaines ou 1 mois que j'étais là, ils m'ont dit, je vous donne une plantation, voulez-vous faire du cacao? Et ils m'ont emmené à cheval dans un endroit qui était très beau, il y avait un petit riachon, un riachon c'est un tout petit rio, une mappe, il y avait de grandes collines, des forêts, et puis il y avait 1 ou 2 collines de cacaoyers qui étaient là. Il me dit, ça c'est à toi, si tu veux. Et puis il y avait une espèce de maison un peu délabrée, c'est loin de tout, n'est-ce pas? Alors j'ai regardé ça, et puis je me suis vu planteur. Planteur pour la vie. Je me suis vu tout d'un coup, mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? Je vais faire pousser du cacao, et puis je vais refaire pousser du cacao, et puis je prendrai mes sacs de cacao, j'irai les peser au village, et en suivant le cours, parce qu'il y a un market, n'est-ce pas? Il y a un stock market. Enfin, il y a une bourse du cacao. C'est ça. Alors je vais veiller à ce que mon sac, je le vende 50 cruzeros de plus que la semaine passée, si possible. Et je me suis vu là-dedans, je me suis dit, mais c'est pas possible. Le lendemain, j'étais parti, c'était fini. Je quittais les planteurs très déçus. Et puis, je suis descendu dans le sud, dans les Minas Gerais. Alors là, il fallait aussi que je gagne ma vie, j'avais rien, n'est-ce pas? Minas Gerais, c'est au nord de Rio. Alors je me suis mis à être prospecteur de mica. Il fallait que je gagne ma vie. Il y a des mines de mica, beaucoup de mica au Brésil. Et le mica, c'est un minerai, si je puis dire, assez rare. Alors je me suis mis à prospecter le mica pour une compagnie qui était là, qui avait un petit bureau dans ces villages perdus où vraiment on ne va qu'à cheval ou en jeep. Et encore en jeep, il y a 2 façons d'y aller. Il pleut beaucoup, ou il fait extrêmement sec. Quand il pleut, les routes, c'est comme du savon. Et alors, dès que le soleil vient, cette route boueuse est comme frisée par la chaleur, et ça fait comme de la tôle ondulée. Alors, il y a 2 façons de circuler là-dessus. C'est d'y aller très doucement, ou d'y aller comme un fou, à tombeau ouvert. Alors, c'est les 2 façons de circuler, en jeep ou à cheval. Alors, j'étais dans les mines de mica pendant, je ne sais pas, 5-6 mois. Et c'était une affaire qui appartenait à un Américain de Boston. Un vieil Américain, un homme très gentil, très gentil, très riche, qui n'avait pas d'enfant. Et puis qui a eu beaucoup de sympathie pour moi, parce que moi, j'aimais risquer tout. Et dans ce que je faisais, je voulais être efficace. Par conséquent, si je faisais quelque chose, il fallait que ce soit fait le mieux possible.
Et j'avais trouvé beaucoup de Mika. Alors, il a eu comme l'idée de me faire le successeur de son affaire, ou de me prendre comme son fils. Et alors, c'était assez séduisant. Il m'a appelé à Rio, parce que son bureau était à Rio de Janeiro. Et il avait un yacht. Il savait que j'aimais le bateau. Il m'a dit, voilà, il y a un bateau pour toi. Alors j'ai commencé à naviguer sur la baie de Rio. C'était très beau. Je retrouvais le bateau. Et puis, bien entendu, j'ai trouvé une jolie Brésilienne. Elle était belle. Et puis, il y avait des très belles îles dans la baie de Rio. J'étais parti dans une île de la baie de Rio. C'est très beau, Rio, la baie de Rio. C'est très, très beau. Une île qui était couverte de fleurs rouges, des flamboyants rouges. Et il y avait une vieille maison là-dedans qui avait été habitée par des Autrichiens, je crois. C'était un endroit tout à fait extraordinaire. On trouvait des Vénus grecques dans les jardins. Il y avait des tas de vieux meubles. C'était un endroit très extraordinaire. Et en pleine nature. Et j'étais avec cette Brésilienne. Et puis, vraiment un jour, j'ai regardé ça. Vous savez, il y a des moments dans la vie où le regard s'ouvre, ou s'arrête. Et les choses sont fixées comme ça, tout d'un coup, on ne sait pas par qui ou par quoi. Mon regard s'est fixé, là, sur cette petite plage de cette île, avec cette très gentille et jolie Brésilienne qui était avec moi. Et puis les mines de Mika là-bas. Et puis un yacht qui était là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, j'ai pas pu. J'ai pas pu, j'ai pas pu, c'est tout. Le soir même, on a repris le bateau, je suis rentré à Rio, je suis allé voir ce charmant vieil Américain, je lui dis, je pars. Où partez-vous? Je lui dis, en Afrique. Il a cru que j'étais complètement fou. Il pensait en effet que j'étais complètement fou, n'est-ce pas? Alors, dans ces quelques mois où j'avais cherché du Mika, j'avais gagné juste un peu d'argent, je suis allé à la compagnie transatlantique, et puis j'ai demandé quand est-ce qu'il y a un bateau pour l'Afrique et quelle destination. Alors on me dit qu'il y a des bateaux de luxe qui vont sur la France, mais qui font escale à Dakar. Alors j'ai dit bon, et j'ai pris un ticket d'entrepont pour Dakar. Et j'avais vraiment rien, c'est juste de quoi payer mon bateau jusqu'à Dakar, c'est tout. Et je ne sais pas pourquoi j'ai tout quitté. Si, je sais que tout d'un coup j'ai vu un piège, n'est-ce pas? Je me suis vu dans un piège, je me dis quoi, tu vas finir en bourgeois millionnaire avec des mines de Mika et puis faire des petits Brésiliens ou des petits Franco-Brésiliens qui feront des petits Franco-Brésiliens. C'était pas possible. C'est un sort que vous envierez la plupart des gens. Mais pourquoi envier, n'est-ce pas? Les gens ont sort qu'ils choisissent. Les gens ont sort qu'ils choisissent. Et probablement le sort qu'ils choisissent est bon pour eux, n'est-ce pas? C'est probablement le meilleur pour eux. Chacun a quelque chose à apprendre à son niveau, à sa façon. La mienne n'est pas la bonne façon, elle est ma façon, c'est tout. C'est tout ce que je peux en dire. Mais quand je me suis retrouvé à Dakar et puis qu'il a fallu trouver une chambre d'hôtel, les hôtels étaient bourrés, plein de monde. J'ai pris un taxi, n'est-ce pas, pour trouver une chambre d'hôtel. Je voyais le compteur du taxi qui montait et qui allait absorber mes derniers francs. Et finalement, dans un espèce d'hôtel qui n'est pas un taudis, plutôt aux environs de Dakar, on m'offre une chambre à partager avec quelqu'un. La première chose que ce quelqu'un, ce garçon qui était dans cette chambre, il y avait 2 lits, il y en avait un pour moi, un pour lui. La première chose qu'il me dit, ça vous gêne pas de coucher dans la même chambre qu'un juif? Ah, je lui dis, mais pourquoi donc? Les juifs sont des gens très gentils. Tous les juifs que j'ai rencontrés sont des gens généreux. Pourquoi ça?
Je ne comprenais pas sa question, je tombais de la lune, n'est-ce pas? Pour moi, un juif, un nègre, un chinois, tout ça c'était des humains pour moi. J'ai jamais compris la différence qu'on pouvait faire, ça c'est une chose qui m'échappait toujours. Alors ce brave type a été tellement ému de ma réaction comme ça, toute naturelle, qu'il m'a dit, mais alors qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui ai dit, moi je suis fauché, et je voudrais bien aller en Afrique, et en Afrique il y a le Sahara, c'est le Sahara qui m'intéresse. Je voudrais bien aller du côté de Zinder. Voilà ce que je lui ai dit. Alors il m'a dit, ben, écoute, moi je n'ai pas beaucoup de moyens, je vends des dictionnaires Larousse aux nègres. Si tu veux, on va vendre des dictionnaires Larousse aux Africains. L'histoire m'a semblé assez étrange, je ne me voyais pas du tout vendre des dictionnaires, mais pourquoi pas, au point où j'en étais, n'est-ce pas? Alors, nous sommes allés de village en village, de camion en camion, on a traversé le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, on est remonté en vendant des dictionnaires, qu'on vendait fort bien, une fois, et qui nous permettait de payer les hôtels, d'avancer plus loin. Et je suis arrivé à Zinder, qui était mon idée fixe. Je voulais aller au Sahara. Je voulais, une fois de plus, toucher un élément, n'est-ce pas? Toute ma vie, j'ai trouvé qu'on ne respirait que dans un élément, que ce soit la mer, la forêt, être dans un élément. Je suis arrivé à Zinder, la saison des pluies commençait, on me dit la route est fermée. Alors j'étais perdu là, au bout de l'Afrique, sans pouvoir réaliser mon rêve, qui était de plonger dans ce Sahara et puis de me perdre un peu là-dedans. En fait, se perdre, ça me plaisait beaucoup. Me perdre, ça me... Cette fois, vous vouliez vous confronter avec le désert. Je voulais plonger là-dedans. Je voulais plonger là-dedans et voir ce que ça faisait, n'est-ce pas? Ou disparaître au besoin. Je vivais ma vie comme toujours à chaque seconde près à la fiche en l'air, n'est-ce pas? Elle n'avait de sens pour moi que si j'arrivais à trouver cette espèce de respiration qui venait quelquefois comme ça dans la forêt, ou dans la matte brésilienne, ou dans le serton, ou dans... Il y a des minutes où tout d'un coup il y avait une respiration qui était là, et alors enfin, c'était ça. Alors pour la première fois, c'est la mer qui vous apprend quelque chose, puis la forêt vierge. Oui. Et maintenant, c'est du désert que vous attendez une réponse. Oui, c'est là où j'allais rentrer, et probablement me perdre parce qu'on m'a fermé la porte. On m'a dit, c'est pas possible, la piste est fermée, c'est la saison des pluies, on ne peut pas passer. Alors plus de désert. Plus de désert. Alors je me suis retrouvé à Zinder comme ça. Et puis tout de même, il y avait quelque chose. J'avais toujours ma vie divine sous le bras. C'est la seule chose qui m'a accompagné partout. La vie divine de Sri Aurobindo. La vie divine. Oui, en fait, c'est ça que je cherchais, n'est-ce pas? C'est une vie divine. Enfin, je ne sais pas ce que veut dire divin, mais une vie respirable, une vie vraie. Pas un complet veston qui est philosophe, qui est mathématicien, qui est père de famille, qui est... Pas cette espèce de vêtement dans lequel on tourne jusqu'au moment où on met dans le cercueil, et puis c'est le fils qui continue. Et ça, c'était pas possible. La vie divine, pour moi, c'était la vie où on respire. C'était les moments où on est accordé à quelque chose qui est si vaste, n'est-ce pas, et en même temps si soi-même. Et pourtant, il n'y a pas de soi-même là-dedans. C'est comme si c'était le monde qui battait, et c'est si parfaitement plein et simple à ces moments-là. Et ça, je l'avais perçu comme ça, de loin en loin, comme des petits éclairs à travers ma vie. C'était ça que je cherchais. C'était cette vie divine, n'est-ce pas? La disparition du moi-je. Oui, on peut expliquer ça comme ça, mais c'était pas une philosophie que je cherchais. C'était une respiration.